Nous sommes avec Gérard Inger, historien. Bonjour. Bonjour. Ce samedi 20 juillet marquait les 80 ans de la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler qui avait donc lieu le 20 juillet 1944. C'était pas la première tentative d'assassinat contre lui. Pourquoi retient-on celle-ci notamment et celle de Munich en 1939 également? On retient la date du 20 juillet parce que c'est l'attentat le plus abouti qu'il y ait eu contre Hitler, du moins par les militaires, parce qu'il y a eu un attentat en novembre 1939 par un menuisier qui a failli réellement tuer Hitler. Si Hitler n'était pas arrivé en retard, il y restait, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là, c'est à la fois un attentat et un complot qui regroupe pas énormément de monde, contrairement à ce qu'on pouvait penser, mais un certain nombre de militaires de haut rang et quelques hommes politiques qui considèrent que la poursuite de la guerre est complètement suicidaire, que l'Allemagne va être complètement détruite et qu'il faut donc empêcher cela en tuant Hitler. Justement, quel est le profil précisément de ceux qui ont organisé ce complot et cette tentative d'assassinat? Est-ce que vous les qualifiez de résistants? Oui. On a affaire à des résistants, à des gens qui considèrent que la politique d'Hitler est suicidaire, que le massacre des Juifs et des Slaves en Europe orientale est parfaitement condamnable, et donc ils veulent rétablir la place de l'Allemagne dans le concert des nations. Il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont des résistants, des gens qui préparaient leur complot depuis longtemps. Alors, ce sont des résistants conservateurs pour la plupart. Il y a peut-être un social-démocrate dans le lot, mais ce sont des résistants clairement qui veulent rétablir la démocratie, au moins libérale, et qui ne veulent pas que les massacres et le génocide des Juifs continuent. Il y a beaucoup de participants à cette conférence lors de laquelle cette tentative d'assassinat a eu lieu. Beaucoup de participants ont donc été tués ou grièvement blessés. Hitler, on va dire qu'il a eu de la chance, entre guillemets? Hitler a toujours eu une baraka étonnante en ce qui concerne les attentats, les complots, etc. Il les a toujours évités. Là, il s'en est fallu de peu qu'il n'y reste pas, mais il s'en est tiré parce que dans la serviette qu'a déposée von Stauffenberg dans le local où avait lieu une réunion d'état-major, il n'a eu le temps de placer qu'une bombe et pas deux, et d'autre part la serviette a été poussée, parce qu'elle gênait, a été poussée par un officier allemand, ce qui fait qu'Hitler n'a été que très légèrement blessé. Hitler rencontrait Mussolini juste après cette réunion lors de laquelle il a été blessé. Est-ce que ça a eu une incidence quelconque sur le contenu, le débouché de cette rencontre? Ça l'a fragilisé peut-être? Non, ça n'a pas eu de conséquences directes parce que la guerre a continué comme avant. Hitler a fait preuve d'une rage folle contre les conjurés qui ont tous été soit tués comme le principal d'entre eux, von Stauffenberg, fusillé à Berlin quelques heures plus tard, et les autres ont eu droit à un procès ou un simulacre de procès. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, fin 1944 et début 1945. Certains ont été pendus à des crocs de boucher pour bien montrer la haine et le mépris des nazis à l'égard de ces traîtres, mais ça n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de la guerre. Quel était l'état, on en parlait tout à l'heure, de la résistance allemande? Où en était-on à ce moment-là, donc à l'été 1944? Est-ce que c'était déjà en train d'être la fin du régime nazi quelque part ou pas du tout? Non, la résistance à l'égard du nazisme est réelle. Elle a commencé très tôt, dès 1933-1934, avec les socialistes et les communistes enfermés dans les camps de concentration. Elle a continué en 1936 et en 1938 avec les chefs d'état-major de la Wehrmacht qui considéraient que la politique militaire d'Hitler était suicidaire. Mais ceux-là n'ont pas été suivis par les Alliés et comme Hitler a réoccupé la Rhénanie, a signé Munich et a battu la France, ils ont été contraints de se taire.
Après, la résistance a pu continuer dans des tout petits groupes pendant la guerre, notamment le petit groupe d'étudiants de Munich, la Rose Blanche, avec Hans et Sophie Scholl, qui ont été pris et guillotinés en novembre 1943. Mais même le complot de juillet 1944 n'a concerné qu'un petit nombre de conjurés, dans la mesure où certains autres étaient au courant. Rommel, par exemple, était au courant, mais n'a pas dénoncé le complot, mais n'a pas voulu y participer. Il a été contraint au suicide en octobre 1944. La grande partie de l'état-major et des généraux allemands ont refusé d'y participer. Comme le disait von Manstein, les feldmaréchaux prussiens ne se mutinent pas. Est-ce que tuer Hitler à ce moment-là, c'était la seule façon d'espérer des négociations avec les Alliés? Qu'est-ce qui a fait que ces tentatives d'assassinat ont été si fréquentes? Est-ce que sinon l'administration nazie n'était pas assez puissante pour survivre à Hitler? Non, les tentatives entre 1943 et 1944, il y en a eu une ou deux. Une qui a failli réussir quand un militaire a placé dans l'avion de Hitler 2 bouteilles de cognac qui étaient en fait des bombes, mais Hitler n'est pas monté dans l'avion. Donc des tentatives, il y en a eu, mais pas très nombreuses quand même. Il faut bien voir que les résistants étaient à cette date minoritaires, qu'il s'agisse de l'armée, même si beaucoup de militaires pensaient que la guerre était perdue et ils espéraient un retournement d'alliance avec les Occidentaux contre les Russes. Mais naturellement, les Alliés ne se prêtaient pas à ce type de jeu et la population civile, elle, restait fidèle à Hitler et pensait que la guerre pouvait encore être gagnée grâce aux armes secrètes, les V1 et les V2 plus tard. Est-ce qu'au-delà de l'exécution et des procès de ceux qui ont été directement responsables de cette tentative d'assassinat, il y a eu aussi une vengeance quelque part d'Hitler, du régime nazi, une suspicion aussi accrue envers les Allemands au lendemain de cette tentative d'assassinat? Il y a eu une vengeance de Hitler à l'égard des comploteurs. Il n'y a pas eu les familles, on craignait un moment pour les familles, mais elles n'ont pas été réellement menacées. Mais je dirais que cette vengeance ne concernait que finalement des petits groupes, parfois des militaires très connus, le général von Witzleben, ou bien, comme je vous l'ai dit, Rommel, mais un tout petit nombre parce que l'armée, globalement, quoi qu'elle en pense, ça, restait fidèle à Hitler. Ceux qui sont à l'origine de cette tentative d'assassinat sont considérés, on a l'impression en tout cas, comme des héros par l'Allemagne. Angela Merkel leur a rendu par exemple un hommage à l'occasion des 75 ans de cette tentative d'assassinat, c'était en 2019. Est-ce qu'il y a eu un long moment pour que cette perception elle soit acquise au gouvernement allemand? Oui, il a fallu du temps parce que, encore une fois, c'était des conservateurs. Il y en a même certains d'ailleurs, mais ils étaient minoritaires, qui considéraient qu'il fallait arrêter le massacre des Juifs, mais ne pas rendre la nationalité allemande aux Juifs d'origine allemande. Donc on a affaire à des groupes quand même très conservateurs qui envisageaient un régime beaucoup plus proche de ce que pouvait être pour beaucoup l'Allemagne de Guillaume II que de la République de Weimar. Donc là, ça a joué dans le fait que l'Allemagne, à nouveau démocratique après 1945, n'ait pas tout de suite rendu hommage à Franz Stauffenberg et à ses complices. Quant à l'Allemagne de l'Est, naturellement, elle considérait que c'était un complot fasciste et que la libération de l'Allemagne a été l'œuvre de l'Union soviétique et du peuple allemand réuni. Bon, ça c'est encore une fadaise pour le peuple allemand, mais c'était la doctrine officielle de la République démocratique allemande. Il a fallu attendre les années 60-70 pour que les Allemands de l'Ouest se rendent compte que cette tentative était la plus aboutie et si elle avait réussi,
aurait quand même facilité la fin de la guerre, aurait épargné des dizaines et des centaines de milliers de vies, et cela aurait permis à l'Allemagne de se reconstruire plus rapidement qu'il y ait eu ou non capitulation sans condition.